L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de M. Peter Christian, président et chef de gouvernement des États fédérés de Micronésie. Je prie le fonctionnaire du protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à l'ONU à M. Peter Christian, président et chef de gouvernement des États fédérés de Micronésie. Je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Good morning. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, qu'il me soit permis de prendre la parole pendant quelques minutes. Depuis cette tribune, bien des grands dirigeants de pays ont essayé d'obtenir du soutien. Ils ont parlé avec beaucoup d'éloquence et de conviction sur des questions très chères à leur pays et aux autres pays en général. Et en cette salle même, nous prenons la parole emplis de confiance et d'espoir que ce que nous allons dire ici, dans cette auguste assemblée, sera entendu, mais pourra également rendre nos efforts plus pertinents, faire la différence. Aujourd'hui, je m'adresse à vous en ma qualité de président d'un petit État insulaire du Pacifique, afin de réitérer notre engagement à chercher à faire la différence, à participer à cette tentative noble d'unir les pays et afin d'aborder des questions qui nous intéressent et qui nous profitent. Pour ceux qui ont lu mes remarques ce matin, ils m'ont dit qu'elles étaient de nature générale et ne portaient pas sur des questions polémiques telles que celles qui font murmurer dans les couloirs. Ils ont peut-être raison, mais seulement si leur État n'est pas entouré par la mer, au niveau de la mer, entouré par ce grand océan du Pacifique, en écoutant le son des vagues déferlant sans relâche sur nos îles et s'approchant vague par vague, dangereusement. En premier lieu, j'aborderai ce matin les changements climatiques qui suscitent de nombreux débats, leurs causes et leurs incidences sur de nombreux petits États insulaires, dont le mien, la Micronésie. Mais je ne m'appesantirai pas, car le diable est dans les détails. Je vais prendre la parole en tant qu'insulaire qui a foulé les côtes de nombreux atolls du Pacifique, naguère couverts de plages de sable et de cocotiers qui ont aujourd'hui disparu. Et on me dit que les choses ne vont pas changer. En tant qu'insulaire, nous nous demandons pourquoi ces changements se produisent. Les parents montrent aujourd'hui à leurs enfants à quel point l'île s'enfonçait autrefois dans les récifs. Et alors que nous attendons, emplis de crainte, l'élévation des niveaux des mers inexorables, d'autres effets du réchauffement climatique à l'instar des courants océaniques plus forts ou des typhons qui se multiplient, continuent de balayer nos côtes, d'arracher les arbres sans attendre en attendant simplement que les niveaux des mers s'élèvent encore. Les personnes qui vivent sur les îles ont entendu que les causes de l'élévation du niveau des mers avaient été identifiées et qu'il existait aujourd'hui une compréhension commune sur ces causes. Ils ont également entendu qu'il était possible de ralentir et de sauver ce qui restait de leurs îles. Ce sont de bonnes nouvelles pour eux. Et en tant qu'insulaires, naïfs, nous pensons qu'en effet, cela est possible rapidement. Et voilà quel est notre espoir
qui est entre vos mains. J'aimerais penser que beaucoup d'entre nous sont réunis aujourd'hui pour donner une chance à cet espoir. Je suis encouragée par le fait que les débats sur les changements climatiques en cours et à venir permettront de prendre la question plus au sérieux et que les États membres prêtent plus d'attention à cette question et nous vous en remercions. Ces pays vont nous redonner une lueur d'espoir alors que nous nous approchons de la réunion de Paris. Nous avons fondé nos espoirs dans Paris car c'est là que nous pourrons poursuivre les dialogues sur la façon de rapprocher les positions divergentes quant aux émissions de nos amis, les pays industrialisés. Nous devons être unis dans l'action afin d'atténuer la menace des îles qui vont disparaître et empêcher un génocide des peuples et des cultures océaniques. De l'eau, cela me rappelle que je dois boire un verre d'eau. Mes excuses. Je souhaite à présent en venir au HFC. Les États fédérés de Micronésie, le protocole de Montréal, les hydrofluorocarbones qu'ont-ils en commun? En 1995, le Congrès des États fédérés de Micronésie a promulgué une loi entérinant l'adhésion au protocole de Montréal. En 2009, les États fédérés de Micronésie ont soumis la première proposition d'amendement au protocole de Montréal afin de réduire progressivement les HFC, des gaz à effet de serre puissants comme vous le savez. Les États fédérés de Micronésie ont pris les rênes des efforts des pays en développement afin de promouvoir cette réduction graduelle dans le cadre de l'action contre les changements climatiques. Grâce aux pays insulaires et à la solidarité de nos amis des pays africains et l'aide de l'Union européenne, aujourd'hui, plus de 100 pays plaide en faveur de la réduction progressive de HFC. À présent, les parties au protocole se rapprochent d'un accord sur un mandat afin de négocier cette réduction progressive des HFC. Les États fédérés de la Micronésie continueront d'œuvrer aux côtés d'autres partisans et d'autres partis jusqu'à ce qu'un amendement en faveur de la réduction graduelle des HFC sera adopté. Je vous demande de rejoindre nos efforts. Et comme une manne tombée du ciel, mesdames et messieurs, c'est avec une grande joie que j'ai constaté que le président Obama appuyait également ces initiatives. La semaine dernière, le président Obama et le président Xi ont décidé de redoubler d'efforts afin de réduire progressivement les HFC. Aujourd'hui, nous voyons avec l'aide du président Obama que la Chine, l'Inde, le Brésil sont dits favorables aux amendements pour les HFC. Mais cela ne suffit pas. Maintenant, ils doivent traduire ces paroles en actes. Soyez bénis, Monsieur Obama, d'avoir joué un rôle de chef de file en la matière. Il est vrai qu'un très long voyage commence par un premier pas. La bienveillance de ces dirigeants nous redonne espoir à nous, aux insulaires. C'est important pour les peuples du Pacifique qui comprennent qu'ils ne sont plus seuls dans cette croisade, dans ce voyage. Et je me rappelle bien que le pape François n'a pas oublié de nous rappeler la règle d'or. Comportez-vous à l'égard des autres comme vous souhaiteriez qu'ils se comportent envers vous. Notre deuxième stratégie concernant les changements climatiques est simple. Nous allons nous rendre à Paris. Nous allons défendre la cause de l'atténuation des changements climatiques.
En Micronésie, nous avons lancé le défi de la Micronésie. La région de la Micronésie comporte une multitude d'îles qui s'étendent sur une surface plus vaste que les États-Unis continentaux, que l'Union européenne, et est composée de la République des îles Marshall, de la République de Palau, du territoire de Guam et du Commonwealth des îles Mariannes du Nord et des États fédérés de Micronésie. Cette entité a lancé le défi de la Micronésie, une initiative hardie des petits États insulaires visant à sauver notre planète, en décidant de préserver 30% des zones maritimes proches des côtes et 20% des zones terrestres en tant que contribution aux efforts consentis par l'humanité pour sauver notre planète Terre. Nous invitons ceux qui se soucient de notre planète à rejoindre nos efforts. Monsieur le Président, devant cette auguste assemblée, je me sens davantage en sécurité. Et à cet égard, je voudrais aborder le thème de la paix et de la liberté. La paix au lendemain des hostilités. Des hostilités, pas seulement venant de conflits armés, mais également des hostilités que représente le silence, les hostilités de la tolérance ou de l'apathie. Lorsque l'on parle de paix, l'on se souvient toujours de l'absence de la paix. Pour le peuple de la Micronésie, les 4 premières décennies du siècle passé resteront toujours dans nos mémoires en tant qu'une période où sévissait un conflit armé. Un conflit dans lequel notre peuple n'avait aucun intérêt et auquel nous n'avons pas participé. Ceux parmi nous dans le Pacifique qui ont subi de telles souffrances avons gravé dans nos cœurs et avons consacré dans nos constitutions notre ferme attachement à la paix. Que cette paix soit de nature universelle, qu'elle soit épousée par nous tous qui avons décidé de constituer, d'être membres des Nations Unies. Si l'on peut arguer que la paix universelle est un objectif lointain, il faut s'y atteler sans relâche et avec vigueur. Lorsque je parle de cette question chère de la paix, je me souviens souvent d'une déclaration de la part d'un homme dont le pays se relevait tout juste d'un conflit et qui avait exprimé son rêve d'une paix durable. Le président Wilson avait dit de la Ligue des Nations qu'une association générale de pays devrait être constituée par un pacte spécial afin de garantir des garanties mutuelle, d'indépendance politique, d'intégrité territoriale aux petits et aux grands États. Un principe évident devait être le fil rouge de ce programme, le principe de la justice pour tous les pays, pour toutes les nationalités, et leur droit à vivre sur un pied d'égalité dans la liberté et la sécurité, qu'ils soient petits, qu'ils soient faibles ou puissants. Aujourd'hui, nous célébrons le 70e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies. Certains États célèbrent l'anniversaire de la fin de la guerre, tandis que nous, au Pacifique, nous nous réjouissons que les armes se soient tues. Nous déplorons qu'ailleurs dans le monde, des innocents continuent de craindre pour leur vie ou encore de perdre leur propriété et doivent faire face à l'apathie. Aujourd'hui, de nombreux pays se sont relevés des cendres de la guerre et sont devenus des puissances économiques dans le monde. Beaucoup ont aidé ceux qui ont été pillés. De nombreux territoires et possessions après la guerre, ont pu accéder à la liberté politique, négocier à l'indépendance. Ils voient toujours le spectre de drapeaux étrangers flotter sur leur pays et sur leurs affaires intérieures. Certains s'emploient à améliorer leur statut en tant que pays, tandis que d'autres attendent encore que les Nations Unies se réveillent et entendent leur appel en faveur de l'autonomie politique et de l'honneur de pouvoir faire flotter leur drapeau de l'indépendance. Pour nos frères qui ont combattu dans des conflits armés, nous leur demandons d'être à notre côté aujourd'hui.
et de se souvenir de la guerre comme un conflit douloureux du passé. Certaines choses sont difficiles à oublier et les souffrances de la guerre en font partie. Pardonnons pour le bien de la paix demain, ensemble, promouvons l'amitié, le partenariat, la coopération. C'est notre force collective pour l'avenir. Les ennemis communs ne manquent pas aujourd'hui, des ennemis qui n'ont guère de respect pour les cultures, les frontières, les religions, le statut social, les changements climatiques, l'élévation du niveau des mers, la pauvreté, la faim, la famine, l'analphabétisme, les maladies incurables, le génocide, le trafic d'êtres humains, ou encore les déséquilibres économiques et l'apathie. Voilà quels sont les écueils de notre monde. Nous devons nous unir pour relever ces défis. Je vous demande de transformer la colère à l'égard du passé en énergie pour relever les défis afin d'édifier un meilleur avenir. Œuvrons de concert afin de régler ces problèmes qui ont été créés par les hommes eux-mêmes. Puisons notre force et notre sagesse dans notre passé et utilisons cette force pour le bien de l'humanité. Pardonnons, car nous avons été assez forts que pour unir nos nations. Soyons courageux, car voilà la force nécessaire pour que les Nations unies puissent œuvrer à l'unisson. Et je dirais, célébrons cette unité aujourd'hui. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président et chef du gouvernement des États fédérés de Micronésie de l'allocution qu'il vient de faire et je prie les représentants de bien vouloir rester assis pendant que nous raccompagnons le président.